Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Voilà plusieurs mois, plusieurs années même qu'on en parle et qu'elle est source de débats et de controverses, vous le savez. Mais de quoi parle-t-on vraiment? Et bien justement, réponse dans un instant. Mais d'abord, elle a une idée derrière la tech, c'est Alexandra De Villers qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Alexandra. Bonjour Philippine. Ça va? Bienvenue sur ce plateau. De quoi allons-nous parler aujourd'hui avec vous? Des études vétérinaires, Philippine. Eh bien justement, on voit ça tout de suite. D'abord, la France aurait-elle un problème avec l'éducation sexuelle et affective des adolescents? Malgré une loi de 2001 qui prévoit que les élèves de l'école au lycée assistent à au moins 3 séances annuelles dédiées à ces sujets, moins de 20% des collégiens et 15% des écoliers et des lycéens y ont accès. Notre invitée en a donc fait son combat. Bonjour Jeanne Séguéla-Boucher, vous êtes notre invitée du jour. Vous êtes associée fondatrice d'Intimed, une plateforme dont vous allez nous parler et présenter dans un instant, juste après le focus. Après le phénomène du métavers, c'est désormais celui des intelligences artificielles génératives qui ne cessent de faire parler. Entre ChatGPT, Midjourney et bien d'autres, de quoi parle-t-on vraiment? Réponse avec Xavier Terrade. Il y a quelques mois encore, le métaverse était sur toutes les lèvres. Désormais, ce sont les IA génératives qui sont omniprésentes. Parmi ces intelligences artificielles génératives, les plus prisées sont ChatGPT et Midjourney. Mais quelles sont-elles vraiment? Ces applications seraient-elles sur le point de ringardiser ou de supplanter Google et les autres moteurs de recherche? En janvier 2023, seulement 2 mois après son lancement, ChatGPT, pour Generative Pre-train Transformer, comptait déjà plus de 100 millions d'utilisateurs dans le monde. En mars 2023, près de 200 millions de comptes avaient été créés pour accéder à ce prototype d'agent conversationnel. Cela consiste à dialoguer avec une intelligence artificielle. ChatGPT fait notamment sensation auprès des élèves car il est capable de répondre à de nombreuses questions. Il peut carrément se charger de rédiger des dissertations de philo, enfin presque. Du coup, j'ai copié le sujet, je suis allé sur une intelligence artificielle et j'ai demandé à l'intelligence artificielle de rédiger le sujet pour moi. Alors la première version était pas top parce qu'il n'y avait pas d'exemple, du coup je lui ai simplement demandé de recommencer le travail en me mettant des citations et des exemples précis, et c'est ce qu'elle a fait. Ensuite j'ai trouvé que le travail était un peu court, du coup je lui ai demandé de le faire en plus long, alors elle l'a fait en plusieurs fois mais elle a réussi, l'intelligence artificielle, à me faire mon sujet de dissertation, ça faisait à peu près 2 pages en termes de longueur. Et du coup ce que j'ai fait, ça m'a pris 2 minutes, j'ai copié-collé la dissertation de l'intelligence artificielle et je l'ai envoyé au prof de philo pour qu'il me note. Cela n'a pas totalement réussi au youtubeur de Novel Class qui a eu seulement 4 sur 20 à sa copie. Un véritable sujet problématique pour les enseignants car l'utilisation de ChatGPT a tendance à passer sous les écrans radars des détecteurs de plagiat, comme l'avait montré le professeur influenceur Yann Bouvier. Ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais le soumettre à un détecteur de plagiat, copier. Il mouline. Bon, j'imagine qu'il y aura quand même forcément des passages plagiés parce que les informations, il ne peut pas les trouver tout seul. Plagiat 0%. OK. Si ChatGPT est l'intelligence artificielle star pour le texte, en ce qui concerne l'image, les internautes peuvent compter sur Midjourney, utilisé notamment dans le milieu du cinéma. Avec ce programme d'intelligence artificielle créé en 2022, une simple requête textuelle permet d'obtenir l'image recherchée, une pratique posant de nombreuses questions de droit et qui n'a pas fini de faire débat. Vous avez peut-être du mal à parler des sujets intimes, des règles ou encore d'harcèlement sexuel à vos enfants. Mais depuis peu, une plateforme vient en aide aux parents, aux enseignants et aux enfants pour parler justement de ces sujets et de manière tout à fait libre. On en parle dans la première partie du talk. Et aujourd'hui, à nos côtés pour en parler, je vous le disais en introduction, Jeanne Séguéla-Boucher, associée fondatrice d'une plateforme qui s'appelle Intimed. Plateforme qui apporte un éclairage aux parents, aux enfants et aux enseignants aussi sur des sujets dont il est parfois effectivement difficile de parler ensemble. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter cette plateforme? Oui, bien sûr. Donc, Intimed, c'est une plateforme numérique qui est partenaire des enseignants et des élèves du secondaire, donc de la 6e jusqu'à la terminale, et qui les accompagne sur des sujets essentiels comme l'éducation à la vie sexuelle et affective, mais aussi le sujet des règles et enfin la lutte contre le harcèlement.
Alors concrètement, comment ça se passe? Il y a des modules de formation, comment C'est ça ça. fonctionne? Donc pour concevoir Intimède, en fait, on s'est accompagné d'un board d'experts, donc des professionnels scientifiques, médecins généralistes, gynécologues, psychologues, mais aussi on aborde tout l'aspect légal. Donc on a dans notre board des avocats. D'accord. Et l'intégralité du contenu pédagogique est validée par des enseignants et on a accompagné sur ce sujet par le réseau Canopé. Ce sont des formations qu'on peut suivre seul à la maison si on est élève ou qui ont au contraire pour objectif d'être suivies en classe avec un adulte? L'objectif, c'est vraiment de le faire en classe. On le propose comme un outil d'accompagnement aux professeurs. Aujourd'hui, comme vous le soulignez, le sujet de l'éducation à la vie sexuelle et affective, c'est normalement 21 heures de cours qui sont censées être données sur tout le secondaire. Donc, ces 21 heures de cours, ça représente 3 heures par année scolaire. Or, en réalité, on se rend compte qu'en moyenne, en France, seulement 2,7 heures sont allouées à cette éducation sur toute la durée du secondaire. Donc c'est une véritable problématique parce que ce sont des sujets essentiels. Le contenu du programme est très riche et très varié. Et une des raisons pour laquelle ce n'est pas traité, c'est que, selon les chiffres aussi de l'Éducation nationale, c'est que 93% des professeurs aujourd'hui ne se sentent pas suffisamment à l'aise et armés pour pouvoir donner ces cours. Pourquoi? Parce que un professeur, il peut pas être à la fois généraliste, gynéco, psychologue, avocat. C'est impossible de pouvoir maîtriser tous ces sujets et ils ne sont absolument pas ni accompagnés ni formés. Donc, il va pouvoir traiter, par exemple, quand c'est le prof de sciences qui va porter ces sujets, tout l'aspect du corps humain, des règles, etc. Aucun problème pour lui, mais les aspects légaux, psycho-émotionnels, etc., c'est pas son domaine d'expertise non plus. Donc, si on ne lui donne pas les outils et les formations pour pouvoir le traiter, il ne pourra pas le faire correctement. C'est là que vous intervenez effectivement dans les écoles. Ça fait des années que vous intervenez aussi dans les salles de classe pour faire de la sensibilisation sur ces sujets d'éducation sexuelle. Quel est votre constat, si on prend un petit peu de recul sur toutes ces années que vous avez passées dans les écoles? Vous avez très régulièrement des échanges avec des élèves, des enseignants, des parents. Le constat, c'est quoi? C'est que tout le monde n'a pas accès à la même information, au même niveau d'information sur ces enjeux, ou qu'il y a encore beaucoup de sujets qui sont encore tabous? Alors, c'est effectivement des sujets qui sont extrêmement tabous. Chaque élève n'est pas sur un pied d'égalité. Effectivement, ça va dépendre du milieu dans lequel on est, de la liberté d'expression qu'on peut avoir avec sa famille, de plein de questions qui peuvent pouvoir bloquer ces sujets-là. Et si le programme n'est pas porté à l'école, on se retrouve avec des enfants qui ne sont pas du tout armés sur certains sujets. Et malheureusement, on se rend compte aujourd'hui, par exemple sur le cas des règles, c'est 47% des jeunes filles qui ne savent pas ce que c'est les règles au moment où elles les ont. On est en France, on est en 2023, c'est pas entendable que 47% des jeunes filles ne savent pas ce qui leur arrive quand elles vont commencer à perdre du sang. Non. On parle de ce qui va arriver à 52% de la population. C'est un phénomène qui est naturel et il n'y a pas de raison que ça en soit un tabou. Et pour ça, il faut pouvoir en parler et il ne faut pas en parler qu'aux filles. Il faut pouvoir faire aussi cet effort-là d'éducation et de pédagogie auprès des garçons. C'est important ce que vous dites, effectivement. Oui. Et leurs retours sont, c'est quoi? Ça les dégoûte, ça les intéresse pas? Ou au contraire, effectivement, ils sont contents d'apprendre quelque chose qui concerne aussi, justement, comme vous disiez, la moitié de la population? Bien sûr, il y a l'appréhension et les réactions qui sont liées à ce tabou-là. C'est sale, t'as une tache à cause de tes règles, c'est la honte. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels il y a beaucoup de travail à faire. Et c'est pour ça que c'est hyper important pour nous de pouvoir sensibiliser dès le plus jeune âge pour que ça devienne juste normal d'en parler, de pouvoir lever les tabous. Donc, on intervient là-dessus avec Intimède, cette plateforme, avec un contenu qui va être adapté à chaque âge. Bien évidemment, on ne va pas parler de la même manière à un élève en 6e qu'un élève en terminale. C'est pas les mêmes sujets abordés et pas le même langage qui est utilisé. Et puis, c'est important
important aussi, si on va plus loin sur le sujet des règles, de pouvoir en parler, notamment quand on parle de l'installation de distributeurs dans des établissements scolaires. Le fait d'en installer dans l'établissement scolaire va pouvoir normaliser ce sujet et donc contribuer à lever ce tabou autour des règles. Surtout parler d'éducation sexuelle, vous le disiez, c'est en fait parler de beaucoup de sujets à la fois. On parle d'harcèlement sexuel, on parle de règles, de sexualité, d'inclusivité aussi, de harcèlement. Est-ce que c'est facile justement de parler de tous ces sujets? Est-ce que vous n'avez pas forcément rencontré quelque part, à un moment ou un autre, des réticences aussi? Alors, bien sûr, il y a des réticences. C'est compliqué de parler de tous ces sujets-là. De notre côté, c'est bien pour ça qu'on a créé ce board d'experts, parce que nous non plus, on n'est pas experts de tous les sujets et on a besoin de s'appuyer sur des personnes qui le sont. Il y a des réticences, et ça ne va pas être les mêmes d'un établissement à l'autre, parce que ce n'est pas les mêmes profils de famille et d'élèves qu'on va rencontrer. L'avantage de la plateforme, c'est que c'est un outil qui est numérique, qui est entièrement modulable, qui va s'adapter à chaque établissement, on va pouvoir vraiment personnaliser les chapitres, les modules qu'on va mettre en avant en fonction de ce qui est déjà abordé par ailleurs par le professeur référent de ce sujet-là, ou en fonction des particularités de chacun, plutôt qu'un sujet, on va peut-être pas l'aborder en 6e, mais on le mettra un petit peu plus tard. Enfin, vraiment, on s'adapte à tout le monde, et c'est là tout l'avantage de cette plateforme numérique, cette ultra-personnalisation qui va vraiment s'adapter à chacun et à chaque usage. Vous arrivez aujourd'hui à vous diffuser dans les établissements scolaires? Comment vous travaillez? C'est peut-être l'importance aussi de travailler, vous le disiez tout à l'heure, avec le réseau Canopé, c'est de toucher ces enseignants, ces élèves? Oui, alors on est au tout début de l'aventure d'Intimed. On a commencé sa mise en place à la rentrée de septembre 2023. C'est tout frais. Exactement. Donc on va à la rencontre des établissements scolaires partout en France, à la rencontre des collectivités aussi, des départements et les régions qui peuvent avoir des actions sur ces sujets-là, de sensibilisation, d'appel à projets, de catalogues qui mettent à disposition comme ressources numériques pour les établissements dont ils ont la charge. Et puis c'est pour ça qu'on essaye d'être présent dans des événements importants, comme par exemple Educatech, où on était il n'y a pas longtemps, justement pour faire de la sensibilisation sur ces sujets-là et amener le sujet de l'intimité au devant de la scène. Vous disiez effectivement c'est un sujet qui est encore tabou, alors qu'il concerne effectivement une bonne moitié de l'humanité. Il y a aussi un double tabou, c'est celui de la précarité menstruelle, celui de dire qu'on a ses règles et qu'en plus on est précaire. Vous travaillez aussi, je crois, sur ce sujet. Oui, alors un des autres pans de notre activité, c'est notre marque Fava, donc une marque de produits intimes qui sont 100% bio et certifiés GOTS-ICA. Et dans le cadre de cette activité, on installe notamment des distributeurs de protection intime dans différentes structures privées et publiques. Donc ça peut être des entreprises, mais aussi des établissements scolaires, des centres de soins, de santé, des centres sportifs ou divers bâtiments d'espace public. Aujourd'hui, la précarité menstruelle, on le voit depuis qu'on a commencé à travailler sur ce sujet. Donc nous, on s'est lancé en 2019 avec mon associé. Il y avait à l'époque 1,2 million de femmes précaires en précarité menstruelle en France. En 2023, on est passé à 4 millions. Comment ça s'explique? C'est quoi? C'est l'inflation? C'est l'inflation, c'est les années Covid, c'est plein d'éléments qui ont fait que la situation a largement empiré en France. Les pouvoirs publics se sont emparés du sujet, notamment à partir de 2021, où le gouvernement a annoncé le déblocage de budget sur ces sujets-là, ce qui a fait bouger les choses, ce qui a amené ce sujet sur le devant de la scène. En France, aujourd'hui, on est très en retard par rapport à d'autres pays anglo-saxons sur la prise en charge des protections hygiéniques, mais aussi sur l'installation de distributeurs. Dans des pays anglo-saxons, c'est la norme. En France, on doit encore faire beaucoup de pédagogie et expliquer pourquoi c'est important de pouvoir les mettre à disposition. Vous avez raison, effectivement. On va parler de tous ces sujets-là, effectivement, et des annonces gouvernementales qui ont été faites récemment. D'abord, on va faire un tour du côté de la planète tech. Images, vidéo, c'est le Zap et c'est l'œil d'Edouard Deniot.
Trisha Fiegelstad's business card. Take a moment and explore some of those websites and links on the edge there, you know, over there. And see some of the ways that you can integrate technology and art into your lessons. Mano para arriba todo el mundo. Allá vamos. Vamos allá. ¿Cómo dice? Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée Jeanne Séguéla-Boucher, associée fondatrice d'Intimed. Jeanne, si vous voulez bien, juste avant de reprendre nos échanges, on va laisser place à la chronique d'Alexandra De Villers qui a une idée derrière la tech. Alexandra, une question nous anime aujourd'hui. Est-ce que le monde vétérinaire est un monde qui recrute ? Oui, effectivement, les chiffres sont vraiment indiscutables. La France manque cruellement de vétérinaires. Il y en a un petit peu moins de 20 000 en France pour environ 75 millions d'animaux domestiques. Effectivement. Voilà, donc la France va former 840 vétérinaires tous les ans ces prochaines années, alors qu'elle n'en formait que 480 en 2017. Donc, il faut y aller, c'est le moment. Bon, comment on fait pour devenir vétérinaire, Alexandra ? Alors, il y a, on va dire, la formation assez classique qui propose de passer par la classe préparatoire BCPST. On y fait 2 ans de prépa, on y travaille beaucoup, on passe des concours au bout de 2 ans. Et puis, si on réussit les concours, on rentre dans une des 4 écoles vétérinaires qui sont Maison-Alfort, Nantes, Toulouse et Lyon. Ensuite, on passe 5 ans à l'école, hein, donc vous voyez, c'est des études assez longues puisqu'elles durent 7 ans pour devenir effectivement vétérinaire. Alors, pour rentrer dans une école véto, il faut être bon élève. Bon élève au lycée, bien sûr. Et puis, il faut avoir choisi des spécialités scientifiques. Alors, en classe de première, en général, on choisit maths, physique et SVT. Puis, en classe de terminale, il faut en abandonner une. Donc, le conseil qu'on peut donner, c'est de garder physique, SVT et prendre les maths en option, ce qu'on appelle les maths complémentaires. Et puis, surtout, il faut prendre les spécialités dans lesquelles on est les meilleurs. Il faut garder les meilleurs. On peut, par exemple, se dire, je garde maths, physique si on est très bon, parce que du coup, on aura un très bon dossier scolaire. Et alors après ça, hop, ça y est, on peut exercer en clinique, c'est ça ? Alors, pas tout à fait. Il faut d'abord avoir passé sa thèse. C'est obligatoire à la fin du cursus. Et ensuite, on peut exercer, mais pas forcément en clinique, Philippine. Bien sûr, on a l'image du vétérinaire qu'on a peut-être rencontré dans sa vie, qui soigne le chien de la petite mamie ou de la famille, mais pas seulement. Donc oui, on peut être vétérinaire en canin, on soigne des chiens, des chats. On peut être vétérinaire rural, donc on va plutôt soigner des gros animaux, hein, les vaches, etc. Il y a beaucoup de spécialistes aussi dans le domaine vétérinaire, hein, comme dans la médecine humaine. Vous allez avoir des neurologues, des dermatos, des orthopédistes. Il y a même des vétérinaires obstétriciens qui font des FIV. Ah oui, oui. Il y a
bien sûr aussi tout ça. Alors vous avez aussi des vétérinaires qui exercent à domicile, en urgence, qui se déplacent chez les gens. C'est une pratique qui se développe beaucoup. Des vétérinaires qui travaillent dans des grands labos pharmaceutiques, qui du coup ne soignent plus d'animaux. Vous en avez qui deviennent des entrepreneurs, qui font des MBA dans des grandes écoles de commerce derrière. On peut postuler avec un diplôme de veto, bien sûr. Et puis il y en a qui travaillent à l'international, dans des grandes institutions internationales, notamment comme la Banque mondiale. Donc vous voyez, l'école veto, c'est une grande école. Les débouchés sont extrêmement nombreux. En effet. Mais alors pourquoi, Alexandra, on manque autant de veto aujourd'hui en France ? Eh bien, plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que la France fait partie du top 3 des pays d'Europe où on compte le plus de chiens et de chats. On sait qu'il y a environ un ménage sur deux, presque 50%, qui a au moins un animal domestique. Donc, vous voyez, la demande est très importante. Et puis, parallèlement à ça, c'est aussi, bien sûr, comme toutes les autres professions, une profession qui vieillit, et notamment dans le monde rural. Donc, il va y avoir beaucoup de départs à la retraite dans les prochaines années. Et puis, il y a une chose qui est très importante et qu'il faut prendre en considération aussi, c'est que 50% des étudiants en école vétérinaire ne pratiqueront pas le métier de vétérinaire parce que c'est un métier très exigeant, avec beaucoup de contraintes, et il y en a qui n'ont pas envie de subir ça toute leur vie active. Bien sûr, et on les comprend. Alors, est-ce qu'il y a malgré tout des mesures qui sont mises en place, qui sont prises pour lutter contre cette pénurie de vétos en France ? Ben oui, bien sûr, les pouvoirs publics ont voulu agir. Donc la première chose qu'ils ont fait, c'est d'augmenter les effectifs étudiants dans les écoles vétérinaires. Et puis, surtout, et c'est la grande nouveauté de ces dernières années, ils ont créé des filières post-bac. Donc les 4 écoles vétérinaires classiques, on va dire publiques, ont créé une filière post-bac. Ça fait à peu près 2-3 ans. Ça veut dire qu'on y rentre tout de suite après le bac. On ne passe plus par la classe préparatoire. Donc ça, évidemment, c'est très nouveau. Et donc, l'inscription se fait sur Parcoursup. Et ils vont être recrutés sur dossier. Il faut avoir un excellent dossier, bien sûr. Et puis après, sur une série d'entretiens, 7 petits ateliers à l'oral. Et ensuite, eh bien, s'ils sont recrutés, ils rentrent directement dans une des 4 écoles veto et ils vont gagner une année par rapport à tous ceux qui vont passer par la classe prépa. Alors, est-ce qu'il n'y a que les ENV, comme on les appelle, qui recrutent en post-bac ? Non, et là aussi, ça a été une grande nouveauté. En 2022, est née en France la première école vétérinaire privée. Elle s'appelle Unilassal et elle a ouvert une école veto à Rouen. Elle recrute de la même façon sur Parcoursup, sur dossier et multi-entretien. Les études durent 6 ans. Alors c'est une vraie révolution, si vous voulez, parce que déjà, une école privée vétérinaire, c'est incroyable, qui recrute sans passer par la classe prépa. Faut avouer que c'est un petit peu grincé des dents dans le monde veto. Il y a aussi de plus en plus de jeunes qui passent par les écoles à l'étranger, je crois. Oui, tout à fait. Eh bien, si vous voulez, le principe, c'est que les diplômes de tous les pays européens sont reconnus au sein de l'UE. Donc on peut très bien partir faire des études vétérinaires à l'étranger, comme par exemple en Espagne, au Portugal, en Belgique, en Roumanie, et venir revenir exercer en France derrière avec un diplôme reconnu, bien sûr. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux lycéens qui souhaitent devenir vétérinaires, Alexandra ? Oui, c'est un très beau métier, bien sûr. C'est souvent, si vous voulez, un métier passion, un rêve d'enfant. Donc, si vous souhaitez devenir vétérinaire, eh bien, allez-y, foncez. Et comme vous l'avez compris, on manque de vétérinaires. Donc, c'est quand même vraiment le bon moyen, en tout cas le bon moment. Voilà. Par contre, il faut bien travailler au lycée parce que c'est une filière qui reste très sélective, évidemment. Alors, particulièrement en France, mais aussi à l'étranger. Il ne faut pas penser qu'on va devenir vétérinaire à l'étranger non plus de manière très facile, enfin, très facilement, je veux dire. Et puis, le petit conseil que je pourrais donner aux lycéens qui veulent devenir vétérinaires, c'est de bien se renseigner sur les réalités du métier. Si vous voulez, parfois, c'est un métier qui est un petit peu fantasmé. C'est-à-dire que c'est très joli, très beau de soigner les animaux, mais c'est quand même un métier extrêmement prenant. C'est un métier qui demande un énorme investissement en temps. Les 35 heures, on est très, très loin des 35 heures quand on est vétérinaire. Donc ça, il faut bien sûr en avoir conscience. Et c'est aussi un métier qui exige de faire ses gardes. Il y a vraiment une continuité de soins obligatoire pour les vétérinaires, ça c'est quelque chose qui peut être pesant. Donc il faut bien le savoir avant de s'engager, mais si on est au bon endroit, eh bien évidemment c'est un métier merveilleux, riche de rencontres et d'échanges. Effectivement, vétérinaire, un métier exigeant sans doute, mais passionnant. Merci en tout cas beaucoup Alexandra pour cette chronique. Et puis nous on lance ensemble la deuxième partie du talk. Comment
Comment accompagner au mieux les enseignants, les parents et les élèves sur des sujets aussi variés qu'essentiels comme l'éducation à la vie affective et sexuelle, le harcèlement ou encore les règles? Et c'est une des questions qu'on continue de poser à notre invitée, Jeanne Séguéla-Boucher, associée fondatrice d'Intimed. Jeanne, pour reprendre nos échanges, on le voit depuis la rentrée scolaire sur les réseaux sociaux, l'éducation sexuelle fait encore énormément parler. Des parents d'élèves notamment mettent en garde. Selon eux, le gouvernement français s'apprête à enseigner comme en Belgique, je cite, la pédophilie, la perversion à nos enfants. Fin de citation, une vague de désinformation sur les réseaux sociaux qui s'en est donc suivie et qui s'appuie sur une contestation un peu plus ancienne qui est née dès les débuts de l'éducation à la sexualité au sein des établissements scolaires, notamment pendant les années SIDA, au début des années 80. Ces réactions, elles sont souvent très violentes, accompagnées de menaces, de harcèlement, voire d'incendies d'établissements. Que contestent ces opposants ? Alors, je pense que c'est, oui, de la totale désinformation. En fait, quand on parle d'éducation à la vie sexuelle et affective, on ne va pas avoir de contenu déplacé et non adapté aux élèves. L'idée de ce programme, c'est justement de pouvoir donner toutes les clés à des jeunes adolescents de comment se comporter dans leur vie sexuelle et affective en respectant les bases fondamentales, comme par exemple le consentement. Aujourd'hui, on est dans une société où les enfants sont confrontés de plus en plus jeunes aux écrans, aux réseaux sociaux, à du contenu qui n'est pas forcément surveillé. Plein d'enfants vont aller piquer en douce les portables, ordinateurs des parents, des grands frères, des cousins, etc. Personne ne vit dans une petite bulle fermée où ça n'existe pas. Et la réalité aujourd'hui, c'est que l'âge moyen de la première exposition à des images pornographiques en France, c'est 10 ans. Donc si on n'apprend pas aux enfants à comment réagir quand ils voient ce type d'images qui peuvent les choquer, à leur dire c'est pas ça la réalité, on ne peut pas baser une éducation sexuelle sur des images pornographiques, on ne leur donne pas des clés pour une vie sociale épanouie après. On a besoin de les accompagner sur ça. C'est bien évidemment pas leur apprendre de la pornographie ou autre, c'est au contraire de faire de la prévention et donner les clés suffisantes pour qu'ils comprennent ce à quoi ils peuvent être exposés. Effectivement. Alexandra, je me tourne vers vous. Jeanne parle de ces clés qui sont essentielles pour les enfants. Est-ce que ça a été facile, vous êtes maman de 4 enfants, pour vous de leur en parler justement de ces sujets-là ? Alors, oui, c'est un sujet qui est abordé facilement chez moi. Déjà 2 garçons, 2 filles, une fille aînée. Donc, je pense qu'effectivement, c'est facile pour une maman de parler à sa fille aînée. Mais par contre, je rebondis un petit peu sur ce que vous disiez. La pornographie, voilà, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours effrayée. J'aime pas du tout l'idée que mes enfants soient confrontés à ça et que ce soit la première image, en tout cas, qu'ils apprennent la sexualité comme ça. Après, bien sûr, on rentre dans un débat très compliqué, mais je trouve que le fait de devoir juste cliquer sur « j'ai plus de 18 ans », c'est cauchemardesque. Il faudrait mettre sa pièce d'identité, j'en sais rien, mettre une carte bancaire pour limiter ça. Et jusqu'à aujourd'hui, effectivement, il n'y a eu aucune solution qui a été trouvée par le gouvernement ou par les éditeurs de contenu pornographique eux-mêmes. Non, c'est ça. Et puis, de toute façon, les contenus Internet, réseaux sociaux et Internet sont tellement vastes et larges. On ferme un site, il y en a 10 pareils qui vont s'ouvrir le lendemain. Donc, si on ne peut pas s'assurer que les enfants et jeunes adolescents n'y sont pas exposés, eh ben, c'est primordial de pouvoir leur donner les clés de comment je vais réagir, comment je vais traiter cette information que j'ai reçue d'une manière générale. On ne peut pas dire ça n'existe pas. Il faut pouvoir donner un accompagnement clair aux jeunes gens et accompagner aussi les professeurs qui doivent traiter ces sujets-là. Effectivement, c'est important. Vous en parliez aussi en première partie d'émission. Depuis 2021, on peut trouver sur les campus des protections périodiques gratuites en libre service, dont l'objectif est que les étudiantes n'aient plus à choisir entre se nourrir et pouvoir se protéger. Ça, c'est ce qu'avait déclaré Frédérique Vidal, alors ministre de l'Enseignement supérieur. 2 ans plus tard, où est-ce qu'on en est, Jeanne ? Alors, c'est vrai, les pouvoirs publics se sont beaucoup engagés sur ce sujet-là, de la précarité menstruelle chez les jeunes gens. Effectivement, il y a eu pas mal d'appels d'offres qui ont été lancés par des collectivités, par des groupements universitaires. Les CROUS ont été équipés de distributeurs. En revanche, l'équipement des établissements scolaires, que ce soit collège, lycée ou post-bac, n'est pas encore
uniforme partout en France. Parce que, bien évidemment, ça va dépendre de plein de paramètres, dont les politiques publiques sur lesquelles vont s'engager les départements pour les collèges ou les régions pour les lycées. Tous n'ont pas les mêmes priorités, les mêmes budgets à développer. Donc, c'est encore assez inégalitaire sur ces sujets-là. Alors, il y a une nouveauté malgré tout depuis. Les protections périodiques réutilisables vont être prises en charge par la Sécurité sociale pour les moins de 25 ans à partir de l'année prochaine, en 2024. Quels sont, selon vous, les grands chantiers qu'il reste encore à mener aujourd'hui pour lutter contre la précarité menstruelle des femmes et notamment des jeunes filles ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, la précarité menstruelle en France, c'est 4 millions de femmes aujourd'hui. Et malheureusement, ça ne s'arrête pas à 25 ans. Donc c'est bien, c'est une première mesure qui va dans le bon sens. Mais malheureusement, les femmes de 26 et plus qui sont en précarité menstruelle, qu'est-ce qu'elles font ? Donc c'est important de pouvoir axer ces sujets-là aussi. C'est un vrai sujet aussi pour nous. On est membre de Femtech France. Ce sujet justement de la prise en charge des protection hygiénique, mais dans quel cadre ? Avec quelle protection ? Ces protections qui vont être remboursées, à quelle hauteur ? Elles vont être fabriquées où ? Avec quelle composition ? En fait, on ne peut pas, sous prétexte de dire qu'on va soutenir des jeunes femmes précaires, leur mettre entre les mains n'importe quel produit qui pourrait avoir un impact néfaste, à la fois sur leur santé, mais aussi sur l'environnement. Et ça, ce cadre-là, il n'est pas encore très clair. Et c'est au contraire ce que vous faites avec Fava, votre entreprise aussi, dont vous êtes la cofondatrice aussi. Vous l'aurez compris, accompagner le corps enseignant dans l'éducation sexuelle avec une plateforme ludique, pédagogique et bienveillante, et puis faire évidemment tout ce qu'il est en leur pouvoir pour essayer de faire avancer la cause des femmes et de la précarité qui les entoure encore trop souvent. Voilà entre autres ce que vous faites. Jeanne, merci beaucoup d'avoir été parmi nous et de nous avoir parlé de ces sujets importants, essentiels même. Je rappelle que vous êtes associée fondatrice d'Intimed, une plateforme qu'on peut retrouver donc sur Internet pour toutes les écoles et les enseignants. J'étais ravie de vous recevoir. Je voudrais remercier aussi Alexandra, notre chroniqueuse du jour. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis nous, on se retrouve dès demain dans l'École du Futur. Bonne journée.